Imaginez un instant où le rire se mue en terreur. C'est l'histoire de Julien Moreau, l'homme qui a retourné la justice. Avant de plonger dans cette histoire, un défi. Aimez la vidéo si vous êtes prêt à être surpris et abonnez-vous pour ne rien manquer. La salle d'audience, enfouie dans une banlieue parisienne, semblait un théâtre oublié. Les murs, d'un beige sale, suintaient l'usure des années, tachés par des décennies de verdicts hâtifs. Les néons, suspendus au plafond, crachaient une lumière blafarde, jetant des ombres anguleuses sur le sol. Une odeur de papier poussiéreux et de café tiède flottait dans l'air, mêlée d'une tension sourde. Les chaises, alignées en rangs serrés, grinçaient sous le poids des spectateurs. Fonctionnaires blasés, curieux désœuvrés, étudiants en quête de divertissement. Au centre de la pièce, une table en bois massif, scarifiée par des griffures anciennes, trônait comme un autel profane. Derrière, un siège solitaire, réservé à l'accusé, attendait, nu, sans confort ni dignité. La porte latérale s'ouvrit dans un claquement sec. Deux officiers, visages fermés, escortèrent un homme noir, Julien Moreau. Sa silhouette, droite mais fatiguée, traversa la salle comme une ombre. Sa chemise blanche, froissée, portait une tache de sang séché au col, une marque discrète mais brutale, comme un stigmate. Ses poignets, libres de menottes, pendaient le long de son corps, mais les officiers le serraient de près, leurs mains frôlant ses bras, prêtes à l'immobiliser. Il ne trébucha pas, il marcha, tête haute, regard fixe, chaque pas résonnant sur le parquet usé. Ses yeux, d'un brun profond, ne cherchaient ni compassion ni confrontation. Ils étaient immobiles, insondables, comme deux puits creusés par des années de silence. La salle retint son souffle. Un tout-sautement nerveux brisa l'instant. Quelqu'un ajusta ses lunettes, un autre remua sur sa chaise. Le grincement du bois amplifia l'inconfort général. Julien s'assit sur le siège des accusés, un trône d'humiliation en bois brut. Il posa ses mains sur ses genoux, doigts croisés, comme s'il priait en secret. Pas un mot, pas un geste inutile. Son silence était une énigme, un mur invisible qui repoussait les regards curieux. Dans les gradins, Amélie Dubois, secrétaire du tribunal, tapotait son téléphone. Ses ongles, vernis d'un rouge éclatant, dansaient sur l'écran tactile. Elle ajusta ses lunettes en écaille, glissa un regard vers Julien, puis murmura à sa collègue, une femme aux cheveux teints en blond platine. « Regarde-moi ce type, on dirait un SDF ramassé dans une poubelle. » La collègue étouffa un rire, couvrant sa bouche d'une main manucurée. Amélie zooma sur Julien, son visage impassible capturé par la caméra. Elle appliqua un filtre grotesque, un nez de clown rouge, et envoya la vidéo dans un groupe WhatsApp interne, baptisé « Les perles du tribunal ». Le titre du message, « Le clown du jour ». Les réponses fusèrent, des émojis rieurs et des commentaires mordants. Il croit qu'il est tout, au cinéma. Amélie sourit, satisfaite, ses lunettes reflétant l'éclat de l'écran. À l'autre extrémité de la salle, un groupe d'étudiants en droit s'agitait. Hugo Lefebvre, leur leader autoproclamé, dominait la conversation. Ses cheveux blonds, impeccablement coiffés, brillaient sous la lumière. Sa cravate, nouée avec une précision militaire, complétait son allure de futur avocat star. Il se pencha vers ses camarades, un sourire narquois aux lèvres. « Pari tenu, les gars. Ce mec va s'effondrer avant la pause déjeuner. » Sophie Martin, assise à sa gauche, fronça les sourcils. Ses cheveux bruns, attachés en queue de cheval, encadraient un visage sérieux. « Il a l'air trop calme. Ça ne te semble pas bizarre ?» Hugo ricana, balayant l'objection d'un geste. « Calme? C'est juste un crétin qui joue les durs. Il va craquer, tu verras. » Il sortit son téléphone, filma Julien de biais et posta la vidéo sur Instagram avec une légende. Procès du siècle. Place aux losers. Les likes s'accumulèrent, les commentaires moqueurs défilant à toute vitesse. Il a la tête d'un gars qui a raté sa vie. Le juge entra, un homme corpulent, le visage rougeau, ses lunettes glissant sur son nez.
Il s'installa lourdement dans son fauteuil, feuilleta un dossier mince, puis tapa sur son micro. Un crachotement strident fit grimacer l'assistance. « Procès ouvert », déclara-t-il, d'une voix lasse, comme s'il récitait une prière usée. Il leva les yeux vers Julien, ajustant ses lunettes. « Nom de l'accusé ?» Silence. Le greffier, une femme aux cheveux gris tirés en chignon sévère, consulta son registre. « Aucun nom indiqué, monsieur le juge. » Un murmure parcourut la salle, comme une vaguelette sur un lac. Le juge soupira, tapota son stylo contre la table. Pas de nom, pas d'avocat, pas d'adresse. Julien inclina légèrement la tête, un geste minimal, presque imperceptible. Le juge plissa les yeux, agacé. « Vous représentez-vous vous-même » Nouveau hochement. « Avez-vous une déclaration avant la lecture des charges » Julien leva les yeux, croisant ceux du juge. 3 secondes de silence, lourdes comme du plomb. Le juge recula légèrement, troublé par l'intensité de ce regard. Dans le public, un enfant, juché sur les genoux de sa mère, pointa Julien du doigt. « Maman, c'est un méchant ?» Sa voix, claire et innocente, trancha l'air comme une lame. La mère, embarrassée, serra son fils contre elle. « Chut, tais-toi, mon chéri. » Mais le mal était fait. Un officier, posté près de la porte, laissa échapper un ricanement. « Un méchant? Avec cette gueule, c'est sûr qu'il a fait des conneries. » Un second officier, plus jeune, renchérit. « Moi, je parie qu'il s'est cru dans un film de gangster. » La salle éclata de rire, un rire gras, collectif, comme une libération malsaine. Les étudiants d'Hugo tapèrent des pieds, riant à gorge déployée. Amélie, ravie, filma la scène, ajoutant un commentaire narquois. « On est au cirque ou quoi ?» Julien ne bougea pas. Son visage restait de pierre, ses yeux fixés sur un point invisible, au-delà du juge, au-delà des murs. Ce silence, cette immobilité, rendait l'atmosphère presque suffocante. Un innocent aurait crié son indignation. Un coupable aurait baissé la tête, honteux. Mais Julien, il était là, statufié, comme s'il avait déjà vécu 1000 fois cette scène. Son silence n'était pas une reddition. C'était une menace, tapie, patiente, prête à frapper. Pierre Garnier, un gardien de sécurité bedonnant, s'approcha de la table de Julien. Son uniforme, trop serré, laissait deviner un ventre débordant. Il tenait un gobelet de café fumant qu'il fit mine de poser sur la table. D'un geste faussement maladroit, il renversa le liquide sur la chemise de Julien. Le café brun éclaboussa le tissu, goûtant sur le parquet. « Oups, désolé mon pote », lança Pierre, un sourire cruel aux lèvres. « Faut faire gaffe où tu traînes. » La salle explosa de rire, certains applaudissant l'audace du gardien. Julien ne réagit pas. Il essuya une goutte de café sur sa main, d'un mouvement lent, presque cérémonieux. Pierre, satisfait, s'éloigna, bombant le torse, savourant les regards admiratifs. Dans un coin de la salle, Claire Rousseau, journaliste indépendante, observait la scène. Ses cheveux châtains, noués en un chignon approximatif, encadraient un visage marqué par la fatigue. Elle griffonnait dans un carnet, son stylo courant sur le papier. Ses yeux passaient de Julien aux officiers, d'Amélie à Hugo, captant chaque détail. Quelque chose n'allait pas. Julien n'était pas un accusé ordinaire. Son silence, sa posture, son regard, tout hurlait une vérité cachée. Elle se pencha vers son voisin, un retraité aux lunettes épaisses. « Vous savez qui c'est, cet homme ?» L'homme haussa les épaules, mâchonnant un bonbon. « Un pauvre gars, non ? Tout le monde le dit. » Claire secoua la tête, mordillant son stylo. Non, ce n'était pas un pauvre gars. Elle en était certaine. Le juge, dépassé, frappa son marteau. « Silence dans la salle !» Sa voix trembla, trahissant une gêne croissante. Il consulta de nouveau le dossier, vide de toute substance. « Vous refusez de parler ?» Julien inclina la tête, une fois encore. Un officier, près de la porte, ricana bruyamment. « Il croit qu'il est James Bond, ce type. » Un autre ajouta « Peut-être qu'il attend une médaille pour sa grande gueule fermée. » Les rires reprirent, plus forts, plus méprisants.
Amélie, hilare, partagea une nouvelle vidéo, cette fois avec une musique de cirque en fond sonore. Le hashtag clown du tribunal grimpa en flèche sur Twitter, des milliers de vues en quelques minutes. Hugo se tourna vers Sophie, un sourire triomphant. Tu vois, je te l'avais dit, ce mec est fini. Sophie ne répondit pas. Ses yeux restaient rivés sur Julien, sur cette tache de sang au col, sur ses mains immobiles. Un frisson la parcourut. Et si Hugo avait tort? Et si cet homme n'était pas ce qu'il semblait? Elle griffonna dans son carnet. Pourquoi est-il si calme? Mais elle n'osa pas le dire à voix haute, de peur de passer pour naïve. Pierre, le gardien, revint près de Julien, feignant de vérifier des documents. Il se pencha, murmura à son oreille. « T'as rien à faire ici, mon vieux. Rentre chez toi, là où est ta place. » Julien ne tourna pas la tête. Son regard resta fixé droit devant, comme s'il voyait à travers les murs, à travers les âmes. Pierre, agacé par ce silence, claqua des doigts devant son visage. « T'es sourd ou juste stupide ?» La salle éclata de rire, une fois encore, mais Claire, dans son coin, cessa d'écrire. Elle rangea son carnet, sortit son téléphone et envoya un message à un ancien contact au ministère de l'Intérieur. « Qui est Julien Moreau ? Vérifié, urgent. » Le juge, à bout de patience, ordonna au greffier de lire les charges. La femme feuilleta son dossier, visiblement perplexe. « Aucune charge précise, monsieur le juge, juste trouble à l'ordre public. » Un nouveau murmure parcourut la salle. Pas de charge, pas de nom, pas de passé. Qui était cet homme? Le juge, exaspéré, se tourna vers Julien. « Vous n'aidez pas votre cause, monsieur. Parlez, nom de Dieu !» Julien leva les yeux, son regard perçant le juge comme une lame. Le silence s'épaissit, devenant presque palpable, un poids écrasant sur chaque poitrine. Soudain, un officier, excédé, s'avança. « Assez de ce cirque, menottez-le, qu'on passe à autre chose. » Il saisit le bras de Julien, prêt à le forcer à se lever. La salle retint son souffle. Amélie filma, zoomant sur le visage de Julien, anticipant un éclat. Hugo murmura à Sophie. « Voilà, c'est la fin du show. » Mais Julien, d'un geste lent, presque solennel, glissa sa main dans sa poche intérieure. Le métal scintilla sous les néons, une plaque argentée, ornée d'un aigle majestueux. Les lettres gravées brillèrent, implacables. Directeur, Direction générale de la police nationale. Le silence tomba, brutal, comme une porte d'acier claquant dans une cathédrale. L'officier lâcha le bras de Julien, reculant comme s'il avait touché un feu. Amélie laissa tomber son téléphone, l'écran se brisant sur le sol. Hugo, bouche bée, sentit son cœur cogner contre ses côtes. Sophie, figée, lâcha son stylo, qui roula sous la chaise. Pierre, le gardien, blêmi, son gobelet tremblant dans sa main. Claire, dans son coin, esquissa un sourire discret. Elle l'avait su, elle l'avait senti dès le premier regard. Julien posa la plaque sur la table, d'un geste calme, presque révérencieux. Il ne parla pas, il n'en avait pas besoin. Son regard balaya la salle, s'attardant sur chaque visage, chaque rire éteint, chaque arrogance pulvérisée. La justice, bafouée quelques instants plus tôt, se tenait là, incarnée dans cet homme qu'ils avaient cru pouvoir briser. Le piège était tendu, et ils y étaient tous tombés, sans exception. Le silence qui s'abattit sur la salle d'audience était plus qu'un simple vide sonore. Il était palpable, oppressant, comme une chape de plomb écrasant chaque poitrine, chaque conscience. Julien Moreau, debout au centre de la pièce, incarnait ce silence. Sa silhouette, droite et imposante, semblait absorber la lumière blafarde des néons. Sur la table, la plaque d'argent, directeur, Direction générale de la police nationale, brillait comme une arme dégainée, son aigle gravé scrutant la salle avec une autorité muette. Les rires, les quolibets, les gestes arrogants s'étaient évaporés, remplacés par une peur sourde qui rampait sur les nuques, glissait le long des échines. Personne n'osait bouger. Personne n'osait croiser le regard de Julien, ce regard d'un brun profond, insondable, qui semblait voir à travers les âmes. Le juge, visage rougeaud,
fut le premier à tenter de briser ce tombeau d'absence. Il ajusta ses lunettes, ses doigts tremblant légèrement, et tout sauta, cherchant à reprendre le contrôle. « Monsieur Moreau, balbutia-t-il, sa voix d'ordinaire autoritaire réduite à un filet fragile. « Est-ce exact? Êtes-vous le directeur de la DGPN ?» Il ne termina pas, comme si les mots eux-mêmes se dérobaient sous le poids de la révélation. Julien inclina la tête, un geste si minimal qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais dans cette salle, où chaque souffle était scruté, ce mouvement fut un coup de tonnerre. Le greffier, une femme aux cheveux gris tirés en un chignon sévère, feuilleta son dossier avec des mains fébriles, cherchant une trace, un nom, une preuve, rien. Le dossier, mince comme une feuille d'automne, ne contenait qu'un vide administratif, un trou noir de papier. Un murmure naquit dans la salle, d'abord timide, puis plus audacieux, comme une foule se réveillant d'un mauvais rêve. Amélie Dubois, la secrétaire du tribunal, était figée sur sa chaise. Son téléphone, écran fissuré, gisait à ses pieds, abandonné comme un témoin gênant. Ses lèvres, peintes d'un rouge éclatant, tremblaient, et ses lunettes glissaient sur son nez, embuées par une sueur froide. Elle se baissa, ramassa l'appareil d'un geste maladroit, ses ongles vernis grattant le sol. Elle ouvrit Twitter, espérant supprimer la vidéo qu'elle avait postée, ce montage moqueur où Julien apparaissait avec un nez de clown. Trop tard, le hashtag clown du tribunal s'était propagé comme une traînée de poudre, partagé par des centaines, puis des milliers d'inconnus. Chaque retweet était une claque, chaque commentaire une accusation. Elle tapa frénétiquement, supprimant son post, mais la toile refusait d'oublier. Ses collègues, qui gloussaient avec elle quelques minutes plus tôt, détournèrent les yeux, leurs téléphones rangés, leurs sourires effacés. Amélie sentit une nausée monter, son cœur battant à tout rompre. Elle voulait disparaître, s'enfuir sous le parquet, loin de cette salle, loin de Julien. Dans les gradins, Hugo Lefebvre, l'étudiant en droit, était pétrifié. Sa cravate, nouée avec une précision maniaque, semblait l'étrangler, un nœud coulant de soie. Une goutte de sueur coula le long de sa tempe, traçant un sillon sur sa peau pâle. Il fixait la plaque de Julien, incapable de détacher ses yeux de cet aigle menaçant, symbole d'un pouvoir qu'il avait sottement défié. « C'est impossible », murmura-t-il, sa voix si basse qu'elle se perdit dans l'air lourd. À ses côtés, Sophie Martin serrait son carnet contre sa poitrine, ses doigts crispés sur le cuir usé. Ses yeux, grands ouverts, trahissaient un tumulte intérieur. Honte, culpabilité, regret. Elle avait ri, elle aussi, emportée par l'arrogance d'Hugo, par l'ambiance de moquerie collective. Mais maintenant, face à cette vérité brutale, elle sentait un poids écraser son cœur, comme si chaque rire qu'elle avait laissé échapper était une pierre jetée sur Julien. Elle ouvrit son carnet, griffonna un mot d'une main tremblante, « Pardon », un mot qu'elle n'aurait jamais le courage de prononcer à voix haute, mais qui brûlait dans sa poitrine. Pierre Garnier, le gardien de sécurité, se tenait près de la porte, son gobelet de café vide froissé dans sa main épaisse. Son visage, d'ordinaire rougeaud, avait viré au gris cendre, comme si tout son sang s'était retiré. Il revoyait son geste, ce café renversé sur la chemise de Julien, ce sourire cruel qu'il avait arboré, cette phrase lancée comme une insulte. « Oups, désolé, mon pote. » Mon pote. Le mot résonnait dans sa tête, un écho moqueur. Julien n'était pas son pote. Julien était son supérieur, un homme dont un regard pouvait réduire sa carrière à néant. Pierre chercha un soutien, un regard amical, mais la salle entière semblait l'accuser. Les officiers qui avaient ri avec lui évitaient son regard, leurs épaules voûtées, leurs mains crispées. Il sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Un message de son chef. Rapport immédiat au bureau. Incident signalé. Son estomac se noua. Il comprit, avec une clarté terrifiante, que ce café renversé serait son tombeau professionnel. Claire Rousseau, la journaliste indépendante,
observait depuis son coin, un sourire discret jouant sur ses lèvres. Son carnet, ouvert sur ses genoux, était rempli de notes hâtives, griffonnées à l'encre noire. Julien Moreau, DGPN, silence stratégique. Opération, elle avait senti, dès le premier instant, que cet homme n'était pas un accusé ordinaire. Son instinct, affûté par des années à fouiller les coulisses du pouvoir, ne l'avait pas trahi. Elle envoya un nouveau message à son contact au ministère de l'Intérieur. Confirmer identité Julien Moreau. Directeur DGPN, urgent. La réponse arriva en quelques secondes. Accès restreint. Dossier classé niveau 5. Claire haussa un sourcil. Niveau 5. Cela signifiait des secrets d'État, des opérations clandestines, des vérités qu'on ne dévoile qu'à huis clos, dans des bureaux sans fenêtres. Elle referma son carnet, ses yeux pétillants d'une excitation contenue. Cette histoire n'était pas un simple scoop, c'était une bombe, prête à faire trembler les fondations de Paris. La porte de la salle s'ouvrit soudain, dans un claquement qui fit sursauter l'assemblée. Un homme entra, grand, vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure. Éric Valmont. Son visage, marqué par des rides profondes, portait une expression indéchiffrable, comme s'il avait vu trop de secrets pour s'émouvoir encore. Il traversa la salle, ses pas résonnant sur le parquet, un métronome d'autorité. Il s'arrêta devant Julien, posa une mallette noire sur la table et l'ouvrit avec un clic discret. Il en tira une enveloppe scellée, marquée d'un cachet rouge. « Monsieur le directeur, » dit-il, d'une voix basse mais claire, audible dans toute la salle. Il tendit l'enveloppe à Julien, qui la prit sans un mot, ses doigts s'effleurant le papier avec une précision presque rituelle. Éric inclina la tête, un geste de déférence, puis se retira, disparaissant aussi vite qu'il était apparu. La salle explosa en murmures, un chaos de voix étouffées. « Directeur, c'est quoi cette enveloppe? Il se passe quoi là? » Le juge, dépassé, frappa son marteau, mais le bruit fut englouti par le tumulte. Julien ouvrit l'enveloppe, en sortit une feuille de papier pliée. Il la lut, ses yeux glissant sur les lignes avec une lenteur délibérée, comme s'il savourait chaque mot. Puis il la replia, la glissa dans sa poche intérieure et se leva. Son mouvement, fluide et assuré, imposa un silence immédiat. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence, son regard, suffisait à faire plier la salle entière, comme un vent courbant les herbes. Les officiers, ceux qui avaient ri, ceux qui avaient lancé des piques, reculèrent d'un pas, repoussés par une force invisible. L'un d'eux, un jeune aux cheveux rasés, tenta de parler, sa voix tremblante. « Monsieur, nous ne savions pas. » Julien tourna la tête, son regard le transperçant comme une lame. Le jeune officier se tut, baissant les yeux, ses joues s'empourprant. Amélie, toujours assise, sentit ses mains trembler. Elle ouvrit Twitter, vit que sa vidéo avait été retweetée par un compte influent, avec un commentaire cinglant. Racisme ordinaire au tribunal. Honteux. Son cœur s'emballa, sa respiration se fit saccader. Elle voulait crier, se défendre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge, prisonniers de sa peur. Hugo, dans les gradins, passa une main dans ses cheveux, défaisant sa coiffure impeccable. Il murmura à Sophie, sa voix rauque. « On est foutu. S'il nous identifie. » Sophie ne répondit pas. Elle fixait Julien, fascinée et terrifiée à la fois. Elle repensait à ses rires, à sa complicité passive, à ce moment où elle avait suivi Hugo sans réfléchir. Elle murmura, si bas que personne ne l'entendit. « Je suis désolée. » Ces mots, fragiles comme une feuille d'automne, se perdirent dans l'air lourd de la salle. Elle ouvrit son carnet, griffonna une phrase. « Je ne veux plus être comme eux. » Mais elle savait que ce vœu, aussi sincère soit-il, ne suffirait pas à effacer sa faute. Pierre, le gardien, sentit son téléphone vibrer à nouveau. Un second message de son supérieur. Suspension immédiate, enquête ouverte. Il blêmit, ses jambes vacillant sous son poids. Il revoyait le café goûtant sur la chemise de Julien, cette tache brune comme une marque d'infamie. Il chercha Julien des yeux, espérant un signe, un regard, un pardon. Mais Julien ne le regardait pas. Julien ne regardait personne. Il se tenait debout,
immobile, comme une statue antique, un dieu de justice, contemplant un monde imparfait. Claire, toujours en retrait, continuait d'écrire, son stylo courant sur le papier. Elle notait chaque détail. L'enveloppe scellée, l'homme en costume, les visages défaits des officiers, les larmes d'Amélie. Elle savait que cette scène n'était que l'acte d'ouverture d'un drame plus vaste. Julien Moreau n'était pas là par hasard. Ce procès, ce silence, cette plaque d'argent, tout était orchestré, un échiquier où chaque pion avait été placé avec soin. Elle envoya un troisième message à son contact. Opération spéciale, projet interne DGPN. La réponse fut brutale. Cessez de creuser. Danger. Claire sourit, un sourire de défi. Le danger était son terrain de jeu, son oxygène. Soudain, un écran fixé au mur de la salle s'alluma, projetant une lumière bleutée sur les visages. Un grésillement précéda une image floue, qui se stabilisa peu à peu. Une vidéo. Julien, plus jeune vêtu d'un costume noir impeccable, parlait lors d'une conférence. Sa voix, grave et posée, résonnait dans la salle. Le système judiciaire n'est pas un miroir parfait. Il est fissuré, biaisé, humain, mais il peut être réparé si nous osons regarder nos propres reflets. Il marqua une pause, ses yeux fixant la caméra, comme s'il s'adressait directement à la salle d'aujourd'hui. Nous devons être les architectes de cette réparation, ou nous deviendrons les victimes de nos propres failles. La vidéo s'arrêta, laissant un silence assourdissant. Les officiers échangèrent des regards paniqués, leurs mains crispées sur leur ceinture. Amélie cacha son visage dans ses mains, ses sanglots étouffés, brisant le silence. Hugo sentit son estomac se nouer, une nausée montant dans sa gorge. Sophie murmura d'une voix à peine audible. C'était lui, tout ce temps. Elle referma son carnet, ses doigts tremblants. Elle ne voulait plus regarder, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Julien était là, au centre de tout, un phare dans une tempête de honte et de peur. Julien se tourna vers le juge, sa voix enfin brisant le silence. Ce procès est terminé. Les mots, calmes mais tranchants, résonnèrent comme un verdict. Le juge, abasourdi, hocha la tête, incapable de protester. Julien ramassa sa plaque, la glissa dans sa poche avec une lenteur délibérée et marcha vers la sortie. Chaque pas résonnait sur le parquet, un écho de puissance et de menace. Les officiers s'écartèrent, formant une haie involontaire, leurs regards baissés. Amélie pleurait ouvertement, son mascara traçant des sillons noirs sur ses joues. Pierre, pétrifié, lâcha son gobelet, qui roula sur le sol, laissant une traînée de café froid. Hugo quitta les gradins, tête baissée, suivi par Sophie, qui serrait son carnet comme un talisman. À l'extérieur, Éric Valmont attendait, adossé à une voiture noire aux vitres teintées. Il ouvrit la portière pour Julien, qui monta sans un mot, sans un regard en arrière. La voiture démarra, ses pneus crissant sur l'asphalte, et disparut dans les rues grises de la banlieue. Dans la salle, le chaos éclata enfin. Les officiers se disputaient, cherchant des coupables, des excuses. Amélie, hystérique, criait qu'elle n'avait rien fait de mal, que c'était une blague, rien de plus. Hugo murmura à Sophie, « On doit partir, maintenant. » Mais Sophie ne bougea pas, ses yeux fixés sur la table vide où Julien s'était tenu. Claire, elle, resta, son stylo toujours en mouvement. Elle notait chaque mot, chaque larme, chaque fissure dans ce système qu'elle avait toujours su fragile. Elle savait que Julien n'avait pas fini. Ce n'était pas une simple démonstration. C'était le début d'une purge, une vague qui allait emporter tout ce qui était corrompu, tout ce qui était faible. Et elle serait là, témoin et messagère, pour raconter cette histoire au monde. Mais Julien n'était plus là. Son absence pesait plus lourd que sa présence, une ombre planant sur chaque conscience. Et dans les coulisses, loin des regards, un mécanisme s'était enclenché. Des comptes furent bloqués, des mots de passe réinitialisés. Des dossiers disparurent, effacés par des mains invisibles. Des carrières s'effondrèrent, réduites en cendres par un simple geste de Julien. Le piège, patiemment tendu, s'était refermé, implacable, et Paris, sans le savoir, s'apprêtait à trembler sous le poids de ses propres vérités. Paris s'éveilla sous un ciel d'étain, un voile gris drapant la ville comme un linceul.
Les boulevards, d'ordinaire animés par le fracas des klaxons et le murmure des passants, semblaient étouffés, alourdis par une tension intangible. L'écho du procès, de cette salle d'audience où tout avait basculé, résonnait encore, porté par les murmures des cafés, les écrans des smartphones, les unes des journaux. Le hashtag clown du tribunal, jadis symbole de moquerie, avait cédé la place à un autre, plus grave, plus accusateur, miroir de la justice. Les réseaux sociaux frémissaient, les éditoriaux s'enflammaient, titrant en lettres épaisses. Le procès qui a démasqué le système. Mais Julien Moreau, l'homme au cœur de cette tempête, restait absent, une ombre glissant entre les fissures de la capitale. Son silence, plus éloquent qu'un discours, pesait sur chaque conscience, forçant Paris à se regarder dans un miroir qu'elle avait longtemps ignoré. La salle d'audience, désormais déserte, semblait figée dans le temps. Les chaises, alignées en rangs serrés, portaient encore l'empreinte des spectateurs, leurs rires cruels et leurs regards arrogants gravés dans l'air poussiéreux. La table centrale, où la plaque d'argent de Julien avait brillé comme un phare, était nue, mais son éclat persistait dans les mémoires, une lumière froide et implacable. Les murs, d'un beige terne, semblaient murmurer, gardiens d'un secret trop lourd pour être oublié. Personne ne venait plus ici, sauf les agents d'entretien qui balayaient le sol en silence, comme s'ils craignaient de réveiller un fantôme. Julien n'était plus là, mais sa présence hantait chaque recoin, chaque craquelure du parquet. Amélie Dubois, la secrétaire du tribunal, ne remit jamais les pieds dans cet endroit. Son bureau, un coin exigu au fond du bâtiment, fut vidé en une nuit, ses dossiers rangés dans des cartons anonymes, son nom effacé des registres. Ses collègues, jadis complices de ses moqueries, parlaient d'elle à voix basse, comme d'une paria. On disait qu'elle avait été licenciée sans préavis, son contrat dissous comme une tache d'encre dans l'eau. Sur Twitter, son compte avait été suspendu, ses vidéos moqueuses supprimées, mais des captures d'écran circulaient encore, des reliques numériques de sa chute. Amélie s'était recluse dans un appartement du 18e arrondissement, un 2 pièces sombre aux volets fermés. Elle passait ses journées à fixer son téléphone, attendant un message, une offre d'emploi, un signe de pardon. Rien ne venait. Elle allumait la télévision, zappait frénétiquement, mais chaque débat, chaque reportage semblait parler d'elle, de son rire, de ce nez de clown qu'elle avait ajouté sur le visage de Julien. Le silence de cet homme, ce silence qu'elle avait bafoué, était devenu son geôlier, un miroir qu'elle ne pouvait briser. Hugo Lefebvre, l'étudiant en droit, avait quitté Paris sans un mot. Il n'avait pas terminé son semestre, n'avait pas passé ses examens. Ses camarades racontaient, dans les couloirs de la faculté, qu'il avait brûlé ses notes, jeté ses manuels de droit dans une benne et pris un train pour la Normandie, où sa famille possédait une maison isolée. Son téléphone restait éteint, ses messages sans réponse. Son compte Instagram, jadis rempli de selfies arrogants et de légendes vantardes, avait été désactivé, comme s'il cherchait à effacer toute trace de lui-même. Mais Sophie Martin, qui l'avait suivi dans les gradins ce jour-là, savait qu'il n'avait pas fui la ville. Il avait fui son reflet, ce visage d'étudiant sûr de lui que Julien avait brisé d'un seul regard. Sophie, elle, choisit de rester. Elle rangea son carnet, celui où elle avait écrit « Pardon » d'une main tremblante, et s'inscrivit à une association défendant les droits humains. Chaque réunion, chaque manifestation dans les rues pavées de Paris était une tentative de racheter ses rires, de devenir autre chose que la complice passive qu'elle avait été. Mais la nuit, dans son petit studio sous les toits, elle rêvait de Julien, de ses yeux perçants, de sa plaque d'argent scintillant sous les néons. Elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, un cri coincé dans la gorge. Pierre Garnier, le gardien de sécurité, affronta une chute plus brutale. Convoqué au siège de son entreprise, un immeuble gris en banlieue, il fut soumis à une enquête interne expéditive. Son geste, ce café renversé sur la chemise de Julien, ce sourire cruel qu'il avait arboré, était documenté, capturé par une caméra de surveillance qu'il avait oubliée. Le verdict tomba comme une guillotine, licenciement immédiat, sans indemnité.
Pierre rentra chez lui, dans un pavillon modeste à la lisière de la ville, et trouva sa femme, Marianne, assise à la table de la cuisine. Elle ne le regarda pas. Ses mains, posées sur la nappe, serraient une tasse de thé froid. Leur fils, un adolescent aux cheveux bouclés, était enfermé dans sa chambre, la porte verrouillée. « Tu nous as humiliés », dit Marianne, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Pierre tenta de se défendre, parla de stress, de pression, de collègues qui l'avaient encouragé. Mais ces mots sonnaient faux, des excuses fragiles face à la vérité brute. Marianne se leva, prit son sac et partit chez sa sœur, laissant Pierre seul dans la maison silencieuse. Son fils ne lui adressa plus la parole, ses messages réduits à des monosyllabes envoyés par obligation. Chaque matin, Pierre passait devant son uniforme, plié sur une chaise, et détournait les yeux, incapable de supporter ce symbole d'une vie qu'il avait détruite d'un simple geste. Claire Rousseau, la journaliste indépendante, ne lâcha pas l'affaire. Son article, publié dans un quotidien audacieux, fit l'effet d'une déflagration. Intitulé « Le miroir de Julien Moreau », il détaillait chaque instant du procès. Les moqueries, la révélation, les visages des faits. Elle avait obtenu des documents confidentiels, courriels internes, rapports classés, notes de service, grâce à un contact risquant sa carrière. L'un de ces documents mentionnait un projet miroir, une opération conçue par Julien pour tester l'intégrité du système judiciaire. Des caméras cachées, des dossiers falsifiés, des agents infiltrés. Tout avait été orchestré avec une précision chirurgicale pour exposer les failles humaines, préjugés, arrogance, cruauté ordinaire. L'article de Claire fut repris par la presse internationale, traduit en anglais, en espagnol, en allemand. Paris devint le centre d'un débat mondial sur la justice, le racisme, le pouvoir. Mais Claire reçut aussi des menaces. Appels anonymes à minuit, courriels cryptiques, silhouettes suspectes près de son appartement. Elle ne s'arrêta pas. Elle savait que Julien, où qu'il soit, approuverait son combat. Chaque mot qu'elle écrivait était un hommage à cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais dont la présence semblait guider sa plume. Au siège de la Direction générale de la police nationale, une réunion secrète se tenait dans une salle aveugle, au dernier étage. Les murs, d'un gris métallique, absorbaient la lumière des écrans tactiles alignés sur la table ovale. Une dizaine d'hommes et de femmes, en costumes sombres, étaient assis, leurs visages tendus, leurs dossiers fermés. Julien entra, dernier, vêtu d'un costume noir impeccablement taillé, sa plaque d'argent accrochée à sa poitrine. Le silence tomba, non pas par peur, mais par respect, une révérence muette pour un homme qui avait changé les règles du jeu. Il s'assit, posa un dossier mince devant lui, et parla, d'une voix calme mais tranchante comme une lame. Le système doit se regarder dans le miroir. Un seul regard, un seul mot, et la salle comprit. Les réformes commencèrent dès le lendemain. Suspensions en cascade, enquêtes internes, formation obligatoire sur les biais inconscients. Des officiers furent mutés, des commissariats audités, des archives rouvertes. Mais Julien ne resta pas pour superviser. Il disparut, comme il était apparu, laissant ses collègues face à leurs propres reflets, un miroir qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Dans les rues de Paris, l'onde de choc se propageait, lente mais inexorable. Des manifestations éclatèrent, pacifiques mais déterminées. Des cortèges d'étudiants, de militants, de citoyens ordinaires réclamant une justice plus équitable. Des graffitis fleurirent sur les murs des immeubles haussmanniens, des citations tirées de la vidéo de Julien. Regardez votre reflet. Les écoles de droit, secouées par l'affaire, révisèrent leurs programmes, ajoutant des cours sur l'éthique, la diversité, les préjugés systémiques. Les commissariats, sous une pression médiatique et publique sans précédent, ouvrirent des enquêtes internes, déterrant des décennies de plaintes ignorées, de dossiers classés sans suite. Le système, fissuré, commençait à se réparer, non pas par altruisme, mais par nécessité, sous le regard invisible de Julien. Lucas Bisset, un jeune cadet de l'école de police, découvrit l'histoire par hasard. En fouillant une salle d'archives poussiéreuse, il tomba sur un dossier jauni, marqué d'un cachet rouge, classé. Le nom de Julien Moreau y figurait,
accompagné d'une photo en noir et blanc, un homme au regard intense, tenant une plaque d'argent. Lucas lut chaque page, fasciné, hypnotisé. Julien n'était pas seulement un directeur, il était un visionnaire, un homme qui avait risqué sa réputation, sa sécurité, pour forcer le monde à changer. Le dossier détaillait le projet miroir, ses objectifs, ses résultats. Lucas rangea le dossier, mais emporta une phrase gravée dans sa mémoire. Le miroir ne ment pas. Ce jour-là, il décida de devenir un policier différent, un gardien de la justice, pas un rouage aveugle du système. Il accrocha la photo de Julien dans son casier, un rappel silencieux de ce qu'il voulait incarner. Sophie, désormais active dans son association, croisa Claire par hasard, dans un café étroit près de la Sorbonne. Les deux femmes s'assirent, d'abord prudentes, puis ouvertes, partageant un thé brûlant sous la lumière tamisée. Sophie confia sa honte, son désir de rédemption, sa peur de ne jamais être assez. Claire, un carnet à la main, écouta, notant quelques mots de sa plume rapide. « Et vous n'effacerez pas le passé, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Mais vous pouvez construire un avenir différent. Assum. Sophie hocha la tête, une larme glissant sur sa joue, captant la lumière d'une bougie. Elle rentra chez elle, ouvrit son carnet et écrivit une lettre à Julien, une lettre qu'elle ne posterait jamais. Merci de m'avoir montré qui je ne veux pas être. Elle la plia, la rangea dans une boîte en fer, comme un secret qu'elle porterait toujours. Pierre, seul dans son pavillon, tenta de se reconstruire, pierre par pierre. Il trouva un emploi de gardien de nuit dans un entrepôt, un travail anonyme où personne ne posait de questions. Mais chaque soir, en passant devant le miroir de l'entrée, il détournait les yeux, incapable de supporter son reflet. Sa femme, Marianne, ne revint pas. Son fils, parti à l'université, lui envoyait des messages brefs, froids, par devoir filial. Pierre vivait avec le fantôme de Julien, ce regard perçant qui le hantait, lui rappelant qu'un seul geste, un seul instant d'arrogance, pouvait détruire une vie. Il commença à écrire, la nuit, des lettres d'excuses qu'il brûlait au matin, des mots qu'il n'osait pas envoyer. Amélie, brisée, quitta Paris pour un village du Sud, un hameau perdu où le vent portait l'odeur des oliviers. Elle trouva un emploi de caissière dans une supérette, tête baissée, évitant les regards des clients. Mais les nuits, elle rêvait de la salle d'audience, des rires, de la plaque d'argent scintillant sous les néons. Elle se réveillait en criant, son cœur battant à tout rompre, les draps trempés de sueur. Julien, sans jamais apparaître, était partout, une présence intangible mais écrasante, un miroir qu'elle ne pouvait fuir. Claire, elle, poursuivit son enquête, inlassable. Elle découvrit que le projet miroir n'était que le premier d'une série d'opérations conçues par Julien. D'autres villes, d'autres institutions allaient bientôt faire face à leurs propres reflets, leur propre vérité. Elle écrivit un livre, L'homme au miroir, qui devint un best-seller, traduit dans une dizaine de langues, mais elle ne rencontra jamais Julien. Il était à être un spectre, un mythe, un homme qui existait dans les marges, là où la vérité et la justice se croisent, loin des projecteurs. Chaque soir, en fermant son carnet, Claire se demandait où il était, ce qu'il préparait. Un matin, au siège de la DGPN, un ouvrier grava un nom sur une plaque de verre, à l'entrée du bâtiment. Julien Moreau. Aucune explication, aucune cérémonie, juste ce nom, ciselé dans le cristal, captant la lumière du soleil. Les employés, en passant devant, baissaient les yeux, conscients que ce nom était plus qu'un hommage. C'était un avertissement, un rappel que le système était observé, jugé. Dans les couloirs, une question circulait, murmurée comme une prière ou une malédiction. Julien est-il toujours là, quelque part, à regarder? Paris changea, lentement, imparfaitement. Les fissures du système restaient, mais elles étaient visibles, reconnues, exposées au grand jour. Le miroir de Julien, brisé mais puissant, reflétait encore, forçant chacun à choisir, ignorer son reflet ou le confronter. Et dans l'ombre, Julien, où qu'il soit, continuait son œuvre. Un architecte silencieux, sculptant un monde où la justice, peut-être,
pourrait un jour briller sans tache, sans ombre. L'histoire de Julien Moreau, cet homme qui, par son silence et sa dignité, a dévoilé les failles d'un système judiciaire gangréné par les préjugés, résonne profondément dans l'âme. Ce récit, ancré dans une réalité parisienne où les apparences dictent trop souvent les jugements, nous invite à une introspection sincère. La salle d'audience, avec ses rires moqueurs et ses regards méprisants, n'est pas seulement un décor. Elle est le miroir de nos propres comportements, de ces moments où nous jugeons sans connaître, où nous suivons la foule sans réfléchir. Julien, en posant sa plaque d'argent, ne condamne pas seulement les officiers ou les spectateurs, il nous met, nous aussi, face à nos responsabilités. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la puissance du silence de Julien. Dans une société française où l'éloquence et le verbe sont rois, son refus de parler est un acte de résistance. Il ne se défend pas, ne crie pas son innocence, car il sait que la vérité, lorsqu'elle est pure, n'a pas besoin de mots. Ce silence m'a appris une leçon essentielle. Dans les moments d'injustice, la dignité est une arme plus forte que la colère. Combien de fois, face à une remarque blessante ou une accusation injuste, ai-je cédé à l'impulsion de répondre, de me justifier? Julien nous montre qu'il est parfois plus puissant de rester calme, de laisser les faits parler d'eux-mêmes. Cette retenue, si française dans son élégance, est une vertu à cultiver dans nos interactions quotidiennes. Une autre leçon, plus universelle, est celle de l'empathie. Les personnages, Amélie, Hugo, Pierre, ont tous succombé à la facilité de juger Julien sur son apparence, sur une tache de sang ou une chemise froissée. Leur chute, brutale, nous rappelle que chaque individu porte une histoire invisible. En France, où la diversité est à la fois une richesse et un défi, cette histoire nous pousse à dépasser les stéréotypes, à poser des questions plutôt que des étiquettes. Appliquer cette leçon dans ma vie, c'est m'efforcer d'écouter avant de juger, de chercher à comprendre l'autre, qu'il soit un collègue, un voisin ou un inconnu dans le métro. Enfin, l'histoire de Julien est un appel à l'action. Le projet miroir qu'il orchestre n'est pas une simple expérience. C'est une invitation à réformer, à ne pas accepter l'injustice comme une fatalité. En tant que citoyen, je me sens inspiré à m'engager, même à petite échelle, écrire à un élu, rejoindre une association ou simplement défendre quelqu'un qui subit une injustice. La France, avec sa tradition de débat et de révolution, nous rappelle que le changement naît de l'audace des individus. Julien, en risquant tout, nous montre que chacun de nous peut être un architecte du progrès. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres choix, alors agissez. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo avec vos amis pour ouvrir le débat et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle leçon retenez-vous de Julien Moreau? Votre voix compte. Alors faisons entendre ce message ensemble.